Je m'appelle Marcel Lefebvre, et à 72 ans, je pensais en avoir fini avec les grandes batailles de la vie. La veille de Noël, j'ai préparé un festin pour mon fils unique et sa femme. Ils ne sont jamais venus. Une simple photographie sur les réseaux sociaux m'a montré où se trouvait vraiment leur loyauté. Je suis resté assis, seul, dans une maison silencieuse, un roi dans un château de souvenirs, quand un coursier a déposé une enveloppe. Elle ne contenait pas une carte de vœux. Elle contenait la preuve juridique d'un secret que j'avais gardé pendant 40 ans, et le pouvoir de reprendre l'empire qu'ils pensaient hériter. Ils ont abandonné leur père, mais ce faisant, ils lui ont remis une épée. Avant de vous raconter comment je l'ai utilisée, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Homme de Parole si vous croyez que le respect se mérite. Il ne s'hérite pas. Le parfum du romarin et du thym emplissait ma petite cuisine, un nuage chaud et parfumé qui s'accrochait à l'air comme un souvenir heureux. Dehors, l'hiver lyonnais faisait rage, mais ici, il n'y avait que le ronronnement doux du four et le grésillement du chapon, dont la peau prenait lentement une belle couleur dorée. Chaque année, ma défunte épouse Madeleine disait qu'un bon chapon de Noël pouvait résoudre à peu près n'importe quel problème. J'ai passé ma main sur le bois usé de l'îlot central de la cuisine, le chêne lisse comme du verre sous mes doigts calleux. J'ai construit cet îlot pour elle l'année de la naissance de Thierry. Maintenant, tout ce qui restait d'elle, c'étaient les fantômes de ses souvenirs et un silence parfois trop bruyant à supporter. La table de la salle à manger était dressée pour 3. La plus belle porcelaine de Madeleine, les assiettes avec les petits liserés dorés qu'elle ne nous permettait d'utiliser que pour les grandes occasions, brillaient sous la lumière douce. 3 verres à vin poli se tenaient comme des soldats à la parade. 2 couverts d'un côté et un en bout de table. Ma place. J'ai ajusté une fourchette, la rendant parfaitement parallèle au couteau à côté. Tout devait être parfait. Cela faisait 2 ans que Thierry et sa femme Véronique n'avaient pas passé le réveillon ici. L'année dernière, c'était un séjour au ski à Courchevel. L'année d'avant, une semaine dans un resort à l'île Maurice. Mais cette année devait être différente. J'entendais encore la voix de Thierry au téléphone la semaine dernière, pleine d'une chaleur fabriquée que j'ai choisi d'accepter comme sincère. « Bien sûr, papa, on sera là. Noël, c'est pour la famille. » J'ai entendu la voix lointaine de Véronique en arrière-plan, quelque chose à propos des projets de sa mère. Il y a eu une brève conversation étouffée avant que Thierry ne revienne en ligne, son ton encore plus résolu. « 18 heures pile, papa. Ne t'inquiète pas, on ne raterait ça pour rien au monde. » Je me suis accroché à ces mots comme à une promesse. Un homme de mon âge n'a pas grand-chose d'autre à quoi se raccrocher. L'espoir devient une forme de monnaie, et je la dépensais toute sur cette seule soirée. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille horloge comtoise dans le couloir, une autre pièce que j'avais fabriquée de mes propres mains il y a des décennies. Son tic-tac régulier et rythmé était le battement de cœur de la maison. Il était 16h30, encore largement le temps. J'ai arrosé le chapon une dernière fois, le riche arôme m'enveloppant. Sur le plan de travail, une bûche de Noël, la préférée de Véronique, refroidissait sur une grille. J'avais même acheté cette bouteille de vin coûteuse qu'elle aimait, un pommard de Bourgogne qui coûtait plus que mes courses de la semaine entière. Cela ne me dérangeait pas. Voir son sourire, voir mon fils heureux, c'était tout le paiement dont j'avais besoin. Pendant un moment, je me suis laissé y croire. Je les ai imaginés franchir la porte, secouant la neige de leurs manteaux, leurs visages rayonnant de joie festive. J'ai imaginé l'étreinte forte de Thierry et même le baiser poli, légèrement distant de Véronique sur ma joue. Nous nous assiérions à cette table tous les 3, et pour une soirée, le silence serait rempli de rires et de conversations au lieu du seul tic-tac de cette vieille horloge. Nous serions à nouveau une famille, comme nous l'étions quand Madeleine était encore là, quand la maison semblait pleine et l'avenir ressemblait à une route droite baignée de soleil. C'était une belle image, un moment parfait de carte de vœux. Mais alors que je me tenais là, perdu dans ce fantasme, un froid éclat de doute importun et acéré a percé la chaleur. C'était un sentiment que j'avais appris à connaître ces dernières années. Ce murmure silencieux qui demande « Et si la promesse n'était que des mots? Et si le silence était tout ce qu'il te reste ?»
18 heures sont arrivées, annoncées par 6 coups profonds et résonnants de l'horloge comtoise dans le couloir. Le son a résonné dans la maison vide, chaque note une ponctuation dans l'épais silence. Je me suis assis dans mon fauteuil du salon, le tissu usé, familier et réconfortant contre mon dos. De là où j'étais assis, je pouvais voir parfaitement la table de la salle à manger dressée et en attente. Le chapon reposait sur le plan de travail, enveloppé de papier aluminium pour le garder chaud. La purée de pommes de terre était dans un plat de service sur la cuisinière, une petite mare de beurre fondu durcissant lentement dessus. Tout était prêt. Tout ce qui manquait, c'était les personnes. Dehors, le ciel était passé d'un gris doux à un violet profond et meurtri. Les réverbères se sont allumés un par un, projetant de longues ombres squelettiques des arbres nus sur le sol de mon salon. Je me suis dit que les routes étaient probablement glissantes à cause du verglas, que le trafic des fêtes pour sortir de Lyon était un cauchemar. Un bon fils ne voudrait pas que son père s'inquiète. Oui, ça devait être ça. L'horloge a sonné les 3/4, 18h45. Le silence était plus lourd maintenant, pesant sur moi de tous côtés. Ce n'était pas juste du retard. C'était quelque chose de complètement différent. Ma main, paraissant plus vieille et plus ridée que dans mes souvenirs, a hésité avant de prendre mon téléphone sur la table basse. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Thierry, la photo de lui souriant sur une plage quelque part semblant être celle d'un étranger. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Je me suis dit que tout allait bien. C'était un homme occupé, un cadre avec des responsabilités, mais les excuses sonnaient creux comme une couverture usée qui ne pouvait plus offrir aucune chaleur. J'ai appuyé sur le bouton. Ça a sonné une fois, un son plein d'espoir, perçant dans la pièce silencieuse, 2 fois puis ça a basculé directement sur sa messagerie. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Thierry, laissez-moi un message. » La gaieté dans sa voix, le même ton joyeux qu'il utilisait avec les clients et les étrangers, m'a fait l'effet d'une gifle. Je me suis raclé la gorge, le son anormalement fort. « Thierry, c'est papa », ai-je commencé en essayant de garder ma voix stable. « J'appelle juste pour voir si vous êtes en route. Le chapon, il est prêt. » J'ai raccroché avant que ma voix ne puisse trahir le tremblement que je sentais parcourir ma poitrine. J'avais dit que le chapon était prêt. Comme si l'état d'une volaille rôtie était la chose la plus importante. Comme si je ne pouvais pas me résoudre à dire la vérité. Je suis prêt. Je vous attends. Je suis resté dans ce fauteuil pendant encore 45 minutes, une statue dans une pièce froide, regardant les grains de poussière danser dans la lumière de la lampe. À 19h30 précise, mon téléphone a vibré sur la table basse. Mon cœur a fait un bond douloureux et plein d'espoir. C'était un SMS. Mais quand j'ai mis mes lunettes de lecture, mes mains tremblant légèrement, j'ai vu le nom en haut de l'écran. Ce n'était pas de Thierry. C'était de Véronique. Le message était court, d'une efficacité brutale, écrit avec le genre de politesse stérile qu'on utiliserait pour annuler un rendez-vous chez le dentiste. « Vraiment désolé, Marcel. Thierry a eu une urgence de dernière minute au travail. On ne pourra pas venir. J'espère que vous passerez un bon Noël. » Les mots étaient propres, précis, et totalement dénués de tout sentiment réel. Une urgence au travail la veille de Noël. J'ai regardé par la fenêtre la rue silencieuse couverte de neige. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait qu'un choix, et ils l'avaient fait ensemble. J'ai relu le texto puis une 3e fois, comme si les mots pouvaient d'une manière ou d'une autre se réarranger en un sens différent. J'espère que vous passerez un bon Noël. Le sentiment était si creux qu'il en était presque cruel. Et puis les souvenirs ont commencé à remonter, reliant ce moment à tant d'autres que j'avais essayé d'ignorer. Je me suis souvenu d'une conversation de l'été dernier, assis sur la terrasse. Véronique regardait les rosiers que Madeleine avait plantés. « Ça fait beaucoup d'entretien pour une seule personne », avait-elle dit, sa voix teintée d'une préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux. Et la taxe foncière dans ce quartier doit être astronomique. Elle n'avait pas appelé ça une maison, elle avait appelé ça un bien immobilier. Je me suis souvenu de tous les autres projets annulés. Les déjeuners dominicaux pour lesquels Thierry était trop fatigué, le voyage de pêche qu'il avait oublié, mon 72e anniversaire qu'ils avaient célébré avec un chèque cadeau envoyé par la poste. Chaque incident était venu avec une excuse plausible,
une explication raisonnable. Mais maintenant, mis bout à bout dans mon esprit, il formait un schéma clair et indéniable. Ce n'était pas une série d'événements malheureux, c'était une stratégie, une campagne lente et méthodique de désengagement. On me gérait, on me mettait progressivement hors de la vie de mon propre fils. Le délicieux arôme de romarin et de thym qui avait empli ma maison quelques heures plus tôt semblait maintenant écœurant, l'odeur du gaspillage et des promesses brisées. Je suis resté là, en bout de table, l'assiette de nourriture refroidissant devant moi, un festin pour un fantôme. Les 2 chaises vides en face de moi n'étaient plus seulement des espaces vacants, c'étaient des accusations. Elles parlaient de mon échec, de mon espoir stupide et obstiné, que l'amour pouvait être convoqué comme un chien au sifflet. Le silence dans la maison avait changé aussi. Ce n'était plus une quiétude paisible. C'était devenu une présence, une couverture lourde et étouffante qui étouffait tous les autres sons. Je pouvais sentir le poids de chaque mot non dit, de chaque promesse brisée pesant sur moi. Mon chagrin était une chose physique, une lourde pierre de tristesse logée profondément dans ma poitrine. Je me sentais comme un imbécile, un homme de 72 ans qui avait passé une journée entière à cuisiner, nettoyer et espérer pour être congédié par un texto sans âme de 2 phrases. Avec des mouvements méthodiques et délibérés, j'ai pris mon assiette. La porcelaine semblait lourde et fragile dans mes mains. Pendant un instant fou et fugace, j'ai voulu me lever et la jeter contre le mur, l'entendre se briser en 1000 morceaux, créer un son assez fort pour noyer le silence oppressant. Mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas ma façon de faire. Ma Madeleine avait toujours dit que ma force était dans mon calme, dans ma patience. La colère, m'avait-elle dit un jour alors que nous réparions une fuite sur le toit par une chaude journée d'été. C'est un feu. Il peut forger l'acier ou il peut brûler toute ta maison. Le choix de ce qu'il fait, Marcel, appartient à l'homme qui le tient. J'ai porté l'assiette dans la cuisine et raclé le repas entier, intact, dans la poubelle. Le son de la nourriture parfaitement cuisinée, heurtant le fond de la poubelle, était obscène, un testament à un amour qui n'avait pas été rendu. Je suis retourné dans le salon, mes pas lourds sur le parquet que j'avais posé moi-même il y a 40 ans. Mes yeux se sont posés sur le manteau de la cheminée au-dessus du foyer. Il y avait plusieurs photos encadrées là, une petite collection de moments figés d'une vie principalement vécue. Mon regard s'est arrêté sur une en particulier. C'était une photo de Madeleine et moi, prise le jour où nous avons signé l'acte de vente de ce terrain. Nous n'étions pas vraiment sur la photo, c'était plutôt la maison ou plutôt le squelette de la maison. Nous nous tenions dans l'ossature à moitié terminée de ce qui deviendrait notre salon, de la sueur dans les cheveux, des sourires sur nos visages si larges et lumineux qu'ils auraient pu éclairer tout le chantier. Nous étions jeunes, forts, et nous construisions notre avenir de nos propres mains. Je me suis souvenu de l'expression de Madeleine ce jour-là, un regard de détermination féroce et inébranlable. Elle m'avait regardé, les yeux pétillants, et avait dit « On ne construit pas juste une maison, Marcel. On construit un héritage, quelque chose qui restera longtemps après notre départ. Ne laisse jamais personne la traiter comme si ce n'était que du bois et des clous. » En regardant son visage vibrant et souriant, quelque chose en moi a changé. La lourde pierre de chagrin dans ma poitrine n'a pas disparu, mais elle a commencé à changer de forme. Elle s'est solidifiée, ses bords doux et douloureux se durcissant en quelque chose de tranchant et de défini. La tristesse était toujours là, mais elle était éclipsée par une émotion différente, une émotion que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis très longtemps. C'était la colère dont elle avait parlé, une colère froide, claire, contrôlée. C'était la fureur silencieuse d'un créateur voyant sa création manquer de respect. C'était l'indignation légitime d'un mari défendant la mémoire de sa femme. Ils n'avaient pas seulement abandonné le soir de Noël, ils avaient manqué de respect à l'héritage de Madeleine. Ils avaient regardé cette maison, ce monument à notre amour et notre dur labeur, et n'avaient vu rien de plus qu'un bien immobilier, du bois et des clous. Dans le silence profond et écrasant de ce réveillon de Noël, j'ai su que je ne laisserais pas ce feu brûler ma maison. Je l'utiliserais, je le laisserais me tremper. Je me suis levé de ma chaise, le dos droit,
les douleurs et les courbatures de mon âge momentanément oubliées. Je suis passé devant la table moqueuse et suis entré dans le petit bureau attenant au salon. C'était l'ancien bureau de Madeleine, et je l'avais gardé exactement comme elle l'avait laissé. Je me suis assis dans son fauteuil et j'ai ouvert le tiroir du bas de son lourd bureau en chêne. Mes doigts ont glissé sur de vieux albums photos et des piles de lettres jusqu'à trouver ce que je cherchais. Un épais registre relié de cuir. Il semblait lourd et important dans mes mains. Je l'ai posé sur le bureau et l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de l'écriture nette et précise de Madeleine, des colonnes de chiffres et de notes datant de plusieurs décennies. Ils pensaient que j'étais juste un vieux ébéniste à la retraite, une relique. Ils avaient oublié qui était ma femme, ils avaient oublié qui nous étions ensemble, et j'ai décidé là, à cet instant, qu'il était temps de leur rappeler. Le matin de Noël s'est levé, froid et gris, le ciel couleur d'eau de vaisselle. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit dans le bureau de Madeleine, le registre ouvert devant moi sur le bureau, le tic-tac de l'horloge comtoise comptant les secondes de ma longue et sombre veillée. La maison semblait différente, comme si l'air lui-même était devenu mince et cassant. La chaleur de la veille avait disparu, remplacée par un froid profond et pénétrant qui n'avait rien à voir avec l'hiver dehors. J'ai commencé la tâche de ranger. J'ai pris la belle porcelaine de la table, lavant et séchant chaque pièce avec une précision mécanique qui ne demandait aucune réflexion. J'ai rangé la nourriture intacte dans des boîtes en plastique, mes mouvements raides et robotiques. Chaque boîte ressemblait à un petit cercueil rempli des restes d'un espoir que je m'étais permis d'avoir. Racler les derniers morceaux de la bûche de Noël dans la poubelle ressemblait à un acte final de reddition. J'effaçais les preuves de ma propre sottise. Juste au moment où j'essuyais les plans de travail, la sonnette a retenti. Un son joyeux et discordant dans le silence oppressant. J'ai ouvert la porte pour trouver ma voisine d'en face, Madame Moreau, tenant une assiette recouverte de film plastique. C'était une femme gentille avec un sourire chaleureux et ridé. « Joyeux Noël, Marcel », dit-elle en me tendant l'assiette. « J'ai fait bien trop de sablé comme d'habitude. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. » J'ai forcé un sourire qui semblait tendu et artificiel sur mon visage. « C'est très gentil à vous, Geneviève. Merci. » Ses yeux étaient pleins d'une chaleur sincère qui faisait d'autant plus mal à la pierre dans ma poitrine. « Passez une bonne journée, hein ?» dit-elle avant de se retourner pour traverser la rue enneigée. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, l'assiette de sablé semblant impossiblement lourde dans mes mains. La gentillesse d'une quasi-étrangère était un contraste brutal et douloureux avec la cruauté de mon propre sang. Je me suis fait une tasse de café noir et me suis assis à la table de la cuisine avec les sablés de Madame Moreau. J'ai décidé que le moins que je puisse faire était de la remercier convenablement. J'ai ouvert la tablette que Thierry m'avait offerte pour mon anniversaire il y a 2 ans, un appareil que j'utilisais rarement, et me suis connecté à mon compte Facebook. J'ai trouvé la page de Geneviève et j'étais en train de taper un court message de remerciement quand une nouvelle publication est apparue en haut de mon fil d'actualité. Elle venait de la mère de Véronique, une femme nommée Colette, que je n'avais rencontrée qu'une poignée de fois. Elle avait identifié Véronique dans la publication, c'est pourquoi elle était apparue sur mon écran. La publication était une photographie, une photo brillante, joyeuse, festive, et elle m'a glacé le sang. Ils étaient là, Thierry et Véronique, debout dans un salon somptueusement décoré que je ne reconnaissais pas, un immense sapin de Noël couvert d'ornements scintillants derrière eux. Ils étaient entourés de la famille de Véronique, tous souriants, tenant des coupes de champagne. Véronique portait une robe rouge étincelante, son bras passé dans celui de mon fils, et Thierry rayonnait. Il regardait l'appareil photo avec un large sourire insouciant, un sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis des années. Il avait l'air détendu, heureux et totalement dénué de la moindre trace de culpabilité. Sur la table devant eux se trouvait un festin, qui faisait paraître mes propres efforts humbles pathétiques. Un énorme jambon glacé au miel trônait au centre, entouré de dizaines de plats d'accompagnement. La légende sous la photo, écrite par la mère de Véronique, disait « Rien de mieux que d'avoir toute la famille réunie pour Noël, tellement béni d'avoir mon merveilleux gendre avec nous. » J'ai fixé l'écran, mon café refroidissant dans mes mains. Les sons de la maison,
Le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge, tout s'est fondu en un grondement sourd dans mes oreilles. La douleur que j'avais ressentie la veille, ce profond chagrin lancinant, avait soudainement disparu. Elle avait été instantanément gelée, transformée en quelque chose d'autre. C'était une colère si pure et si froide qu'elle ressemblait à de la glace coulant dans mes veines. Le mensonge était une chose, l'abandon en était une autre. Mais ça, cette performance publique de bonheur, cette célébration construite sur le fondement de leur tromperie, c'était une insulte insupportable. C'était eux dansant sur la tombe de mon amour pour eux. J'ai zoomé sur le visage souriant de mon fils, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Un scintillement de regret, une ombre de conflit dans ses yeux. Il n'y avait rien, seulement le regard placide et content d'un homme qui avait fait son choix et en était parfaitement satisfait. C'était le moment de rupture finale. La dernière goutte d'eau était tombée et le vase de ma patience, que je croyais sans fond, était enfin irrémédiablement plein. J'ai fermé la tablette, l'écran devenant noir, mais l'image du visage souriant de mon fils était gravée derrière mes paupières. À cet instant, j'ai ressenti un détachement profond et complet, comme si un dernier fil reliant mon cœur à mon fils avait été coupé net. L'homme sur cette photo était un étranger pour moi et je ne lui devais rien. Juste au moment où cette pensée s'installait dans mon esprit, froide et solide comme la pierre, la sonnette a retenti. Ce son, si peu de temps après celui qui avait annoncé la gentillesse de Madame Moreau, semblait maintenant comme une convocation, un appel à l'action de l'univers lui-même. Je me suis déplacé depuis la cuisine, mes pas fermes, mon but clair. À travers le verre dépoli de la porte d'entrée, je pouvais voir la silhouette d'un jeune homme en uniforme. J'ai ouvert la porte à un coursier, un gamin pas plus vieux que 20 ans, le visage rouge de froid, un scanner portatif dans sa main gantée. « Pli pour Monsieur Marcel Lefebvre », dit-il, son souffle formant de la buée dans l'air. « Il me faut une signature. » Il tenait une grande enveloppe Kraft rigide. Ce n'était pas un colis, c'était un document. J'ai signé l'écran avec le stylet fourni, ma signature une ligne ferme et sans hésitation. Il m'a remis l'enveloppe, et avec un rapide « bonne journée », il était parti, trottant vers son camion, inconscient du fait qu'il venait de livrer l'arme que j'utiliserais pour partir en guerre. J'ai fermé la porte, le verrou glissant en place avec un bruit lourd et final. Je suis resté dans le couloir un long moment, tenant simplement l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats du centre-ville, Diallo Nguyen et Associés. Le nom ne me disait rien. Mon propre notaire avait pris sa retraite il y a des années et mon testament était simple, direct. Je n'avais aucune affaire avec un cabinet appelé Diallo Nguyen et Associés. Ma première pensée fut que c'était une erreur. Ma seconde fut que c'était une sorte de problème juridique, peut-être lié à la taxe foncière qui préoccupait tant Véronique. J'ai senti un frisson de la vieille anxiété, l'inquiétude d'un homme qui a toujours payé ses factures à temps et vécu une vie honnête. Mais la froide résolution qui s'était installée dans mon âme a chassé la peur. J'ai porté l'enveloppe non pas à la table de la cuisine, le lieu de mon humiliation, mais dans le bureau de Madeleine, le lieu de ma décision. Je me suis assis à son bureau en chêne, le registre ouvert toujours là où je l'avais laissé. J'ai pris le coupe-papier en argent que Madeleine utilisait depuis des années, et j'ai ouvert l'enveloppe d'une seule entaille précise. Le son du papier qui se déchire était le seul son dans la pièce. J'ai sorti une liasse de papier maintenue ensemble par un simple trombone métallique. La première page était une lettre d'accompagnement imprimée sur du papier épais et coûteux. « Cher Monsieur Lefebvre », commençait-elle, « veuillez trouver ci-joint le résumé financier du 4e trimestre pour LMR Création d'Art, ainsi que votre chèque de dividende trimestriel en tant qu'actionnaire majoritaire. Nous espérons que tout sera conforme à vos attentes. Sincèrement, Aminata Diallo, associée. » Le nom s'est mis en place. Aminata Diallo. C'était la fille de Mamadou Diallo. Mamadou avait été mon meilleur ami depuis que nous étions gamins, le témoin à mon mariage. Il avait été avocat, lui aussi, avant de nous quitter. Sa fille avait suivi ses traces. C'était son cabinet. Mais ce n'était pas ce qui retenait mon attention. C'était l'autre nom.
LMR Création d'Art. J'ai mis la lettre d'accompagnement en dessous, révélant le document suivant. C'était un rapport financier de plusieurs pages, dense avec des graphiques, des tableaux et des colonnes de chiffres, mais mes yeux étaient défixés sur le nom en haut de chaque page. L pour Lefebvre, M pour Marcel, R pour Rousseau, le nom de jeune fille de Madeleine, notre entreprise. J'ai feuilleté les pages, voyant les chiffres qui représentèrent le travail de toute une vie. Les bénéfices étaient en hausse, les marges saines. L'entreprise que nous avions construite de rien dans le garage derrière cette même maison prospérait. Puis j'ai vu le dernier document au bas de la pile. C'était un chèque. Je l'ai sorti de sous le trombone. Il était imprimé sur le même papier épais filigrané que l'entête. Mon nom était imprimé proprement au centre, Marcel Lefebvre. Et en dessous, dans la case où le montant était écrit, se trouvaient les mots qui changeaient tout. 427 550 €. J'ai fixé le chiffre, non pas avec choc, mais avec une sorte d'affirmation sinistre et détachée. Ce n'était pas un billet de loterie. Ce n'était pas un héritage surprise. C'était le fruit de mon labeur, mon héritage. L'héritage de Madeleine. Je me suis souvenu du jour où nous avions décidé de structurer l'entreprise de cette façon. Nous étions jeunes, ambitieux, mais sans relation dans un milieu dominé par les grandes familles lyonnaises. Nous savions que notre savoir-faire était second à aucun, mais nous connaissions aussi le monde dans lequel nous vivions. Alors nous avons fait un choix stratégique. Nous avons trouvé un associé, le père de Véronique, un bon commercial avec un nom connu, et en avons fait le visage public, le PDG. Nous lui avons donné un salaire généreux et une participation minoritaire. Mais Madeleine, ma brillante et prévoyante Madeleine, elle s'est assurée que nous gardions 65% de l'entreprise à travers une holding privée. Nous avons vécu d'un salaire modeste, réinvestissant chaque euro de surplus dans l'entreprise, la faisant croître lentement, soigneusement, loin des projecteurs. Nous avons vécu dans notre petite maison confortable, non pas parce que nous étions pauvres, mais parce que nous comprenions que la vraie richesse n'était pas dans ce que vous montriez au monde. C'était dans ce que vous contrôliez secrètement. Thierry et Véronique, dans leur clameur désespérée pour la valeur de ma maison, s'étaient battus pour quelques miettes de la table, complètement ignorants du festin que je possédais dans la cuisine. J'ai posé le chèque sur le bureau juste sur le registre ouvert de Madeleine. Le document moderne et net reposait sur les vieilles pages manuscrites, le passé et le présent, mon histoire et mon avenir, tout là, devant moi. La froide résolution dans mon cœur avait maintenant un nom. C'était le pouvoir de protéger ce que Madeleine et moi avions construit, le pouvoir d'enseigner une leçon qui n'avait que trop tardé. La question n'était plus ce que je devais faire. La question était comment. Et en regardant le nom sur l'entête, Aminata Diallo, je savais exactement qui je devais appeler. Je suis resté assis là, dans le calme du bureau de Madeleine, le chèque de dividende posé sur le vieux registre, comme un post-scriptum moderne à une histoire intemporelle. L'homme qui avait préparé un festin pour une table vide, la veille, avait disparu. L'homme qui avait attendu près du téléphone, espérant un appel qui ne viendrait jamais, s'était évanoui. À leur place était assis quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'avais pas été depuis très longtemps. Le chagrin et la douleur étaient toujours là, je suppose, enfouis profondément en moi, mais ils n'étaient plus aux commandes. Ils avaient été transformés, comprimés par l'immense pression de ma tristesse et de ma colère, en quelque chose de dur et de clair, comme un diamant. Et j'avais maintenant un but. Le brouillard de la tristesse s'était levé, révélant un chemin à suivre, un chemin pavé des faits froids et durs, des documents juridiques et des parts majoritaires. J'ai pensé à Aminata Diallo. Je me souvenais d'elle, petite fille, toute tresse et yeux vifs et intelligents, courant dans le bureau de son père pendant que Mamadou et moi discutions affaires ou simplement de la vie. Mamadou avait été si fier d'elle quand elle avait réussi le barreau, me disant qu'elle avait un esprit comme un piège d'acier et un cœur plein d'intégrité, tout comme sa mère. « C'est une battante, Marcel », m'avait-il dit peu avant de nous quitter. « Elle fera ce qui est juste pour les gens. » Je me suis accroché à cette pensée. J'étais sur le point de lui confier le combat de ma vie. Il ne s'agissait plus de simple vengeance. La vengeance était un acte désordonné et émotionnel. Il s'agissait de restaurer l'ordre. Il s'agissait de justice.
Il s'agissait d'honorer la femme qui m'avait aidé à construire un empire et de protéger cet empire des mains superficielles et avides de ceux qui ne comprenaient rien à sa vraie valeur. Mes mouvements étaient délibérés, sans une trace de l'hésitation qui m'avait hanté pendant des années. J'ai pris le téléphone, ma main aussi stable que le bureau en chêne dessous. J'ai trouvé le numéro du cabinet d'avocat sur l'entête et composé. Une voix polie et professionnelle a répondu à la deuxième sonnerie. « Cabinet Diallo, Nguyen et associés, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était vive et efficace. Je me sentais à des années-lumière de l'homme qui avait laissé un message tremblant sur le répondeur de son fils la veille. « Je souhaiterais parler à maître Aminata Diallo », ai-je dit, ma propre voix basse et égale, portant un poids d'autorité qui m'a surpris moi-même. « Puis-je savoir qui appelle ?» demanda la réceptionniste. « Mon nom est Marcel Lefebvre », ai-je simplement déclaré. Il y eut une brève pause, puis un clic, et une nouvelle voix est arrivée en ligne. Aminata Diallo à l'appareil. Elle semblait vive, concentrée et occupée. « Bonjour, maître Diallo », ai-je commencé. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je m'appelle Marcel Lefebvre. Votre père, Mamadou, était mon meilleur ami. » La ligne est devenue silencieuse un instant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit, reliant mon nom aux histoires que son père avait dû lui raconter. Quand elle a repris la parole, la froideur professionnelle dans sa voix avait été remplacée par une note de curiosité chaleureuse. « Monsieur Lefebvre », dit-elle. « Bien sûr, mon père parlait souvent de vous. C'est un honneur de vous entendre. Comment puis-je vous aider ? Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Je suis allé droit au but. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec vous, ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place à la négociation. C'est une affaire urgente concernant mes participations dans une société privée. Bien sûr, répondit-elle. Nous sommes le jour de Noël, mais je peux certainement demander à mon assistante de vous trouver un créneau la semaine prochaine. Je l'ai interrompu, pas grossièrement, mais avec une fermeté qui rendait mes intentions claires. Demain matin serait préférable, ai-je déclaré. 9 heures. Je vous assure, maître Diallo, que cela vaudra la peine de reporter ce que vous aviez prévu. Il y eut un autre bref silence. Je n'avais pas demandé, j'avais dit. Je n'étais plus un suppliant. J'étais un actionnaire majoritaire donnant une instruction. « Très bien, monsieur Lefebvre, » dit-elle finalement, un nouveau respect dans sa voix. 9 heures, à mon cabinet. « Il y a encore une chose, » ai-je ajouté, mes yeux tombant sur le registre de Madeleine. J'aurais besoin que vous apportiez les documents originaux de constitution de LMR Création d'Art, ainsi qu'une liste complète et à jour de tous les actionnaires et de leurs droits de vote. Je présume que vous avez accès au coffre de l'entreprise maintenant. Le silence à l'autre bout de la ligne était profond. Je savais ce qu'elle pensait. Une demande de rendez-vous de routine venait de se transformer en une manœuvre de pouvoir d'entreprise. « Je les aurai prêts, dit-elle, sa voix maintenant entièrement professionnelle. « Très bien, répondis-je. J'ai hâte de vous rencontrer, Aminata. » J'ai mis fin à l'appel sans dire au revoir. J'ai reposé le téléphone sur son socle avec un clic doux et définitif. Je me suis adossé au fauteuil de Madeleine et j'ai regardé à nouveau la photo sur le manteau de la cheminée. Je ne faisais plus simplement son deuil. Je continuais enfin son œuvre. Le jeu avait commencé. Le lendemain matin, j'ai conduit ma vieille camionnette au cœur du centre-ville de Lyon. La ville semblait différente de la veille. La ligne d'horizon familière, entre les immeubles haussmanniens et les tours de la Part-Dieu, ne semblait plus intimidante. Elle ressemblait à une forêt, un paysage de pouvoir. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'y avais ma place. Je me suis garé dans un parking souterrain. Le ronronnement du moteur de ma camionnette résonnant dans l'espace propre et silencieux de béton, un contraste saisissant avec les voitures électriques silencieuses et élégantes, garées dans les emplacements voisins. Les bureaux de Diallo, Nguyen et associés étaient au 12e étage d'un immeuble de verre étincelant qui perçait le ciel gris d'hiver. En sortant de l'ascenseur, j'ai été accueilli par un panorama de la ville étalée en contrebas, une vue qui coûtait plus cher que ma maison n'en valait. La réceptionniste m'a conduit vers un grand bureau d'angle et une jeune femme s'est levée de derrière un large bureau en acajou pour m'accueillir. Elle était grande et posée, vêtue d'un tailleur impeccablement coupé, mais ses yeux
étaient ceux de son père. Ils étaient bons, intelligents, et portaient une étincelle de la même loyauté féroce que j'avais connue chez mon vieil ami. « Monsieur Lefebvre, dit-elle en me tendant la main. « Aminata Diallo, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Sa poignée de main était ferme, confiante. « L'honneur est pour moi, Aminata, » répondis-je. « Vous êtes devenue une femme remarquable. Mamadou serait fier à en éclater. » Un bref sourire chaleureux effleura ses lèvres avant qu'elles ne redeviennent professionnelles. « Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai fait apporter les documents que vous avez demandés dans la salle de réunion. » Elle m'a conduit vers une pièce adjacente où une longue table polie reflétait les lumières de la ville. Au centre de la table se trouvait une pile nette de dossiers et de classeurs reliés en cuir. Elle était préparée. C'était bien. Nous nous sommes assis face à face. « Mon père m'a dit que vous étiez l'un des hommes les plus honnêtes et travailleurs qu'il ait jamais connus, » commença-t-elle, son regard direct. « Il m'a aussi dit que vous étiez l'un des plus intelligents. Alors, quand vous avez appelé hier, j'ai su que ce n'était pas une petite affaire. J'ai hoché lentement la tête, mes yeux sur les classeurs. Votre père était un homme bien, ai-je dit. C'était aussi un avocat brillant. Il a aidé ma femme et moi à structurer quelque chose il y a 40 ans, quelque chose que je dois maintenant protéger. J'ai ouvert mes mains sur la table, un geste de transparence. Madeleine, ma défunte épouse, et moi avons démarré une entreprise dans mon garage. Nous fabriquions des meubles, pas seulement des tables et des chaises, mais des œuvres d'art. Nous avons mis notre âme dans le grain du bois, mais à l'époque, le monde était différent. Obtenir le genre de contrat haut de gamme dont nous avions besoin, c'était difficile pour une entreprise sans relation dans le milieu, avec juste un fils d'ouvrier et une fille d'immigré portugais à sa tête. Aminata écoutait, sa concentration absolue, ses mains jointes devant elle. Elle a compris immédiatement. « Alors vous avez fait entrer un associé, dit-elle, non pas comme une question, mais comme un fait. »« Exactement, ai-je confirmé. Un homme nommé Philippe Beaumont, le père de Véronique. C'était un commercial doué, un homme avec des entrées, qui pouvait ouvrir des portes que nous ne pouvions pas. Nous en avons fait le PDG, le visage public de la société d'exploitation, Ébénisterie Beaumont. Mais la vraie propriété, le vrai contrôle, était détenu par une holding privée que Madeleine et moi avions créée, LMR Holdings. J'ai tapé sur le classeur du dessus. Madeleine était brillante. Elle l'a structuré de sorte que LMR possède tous les dessins, tous les brevets, et 65% de l'ensemble de l'entreprise. Philippe possédait une participation minoritaire et était payé un salaire confortable pour être l'homme de façade. Nous avons vécu simplement, réinvestissant nos bénéfices, faisant grandir notre héritage dans l'ombre par choix. Aminata hocha la tête, son expression grave. « J'ai examiné les statuts ce matin, monsieur Lefebvre. C'est exactement comme vous le dites. Blindé. Votre position d'actionnaire majoritaire de la holding est absolue et incontestable. » Elle fit une pause, puis se pencha légèrement en avant, sa voix baissant d'un ton. Ce qui rend ma prochaine information d'autant plus troublante. Votre appel d'hier m'a incité à vérifier s'il y avait eu des demandes récentes concernant la fiducie LMR. Une demande a été faite le mois dernier, une demande préliminaire d'évaluation des parts minoritaires de M. Beaumont. Mon sang s'est glacé. Je savais ce qui allait suivre. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. La demande émanait d'un conseiller financier pour le compte d'un client privé, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. Un client cherchant à obtenir un prêt privé de Philippe Beaumont lui-même. Après quelques recherches ce matin, j'ai pu déterminer l'identité de ce client privé. Elle a laissé le silence planer un moment dans l'air. C'était votre fils Thierry et sa femme Véronique. Les mots, prononcés dans le calme stérile de la salle de réunion, ont atterri avec la force d'un coup physique, mais mon visage est resté un masque de calme. La tempête était tout intérieure. Aminata a continué, exposant toute l'étendue écœurante de leur trahison. D'après ce que j'ai reconstitué, leur plan était le suivant. Ils avaient l'intention de vous faire déclarer incapable de gérer vos propres affaires, de vous placer dans une maison de retraite et de vendre votre maison. Elle a fait glisser un papier sur la table. C'était une estimation immobilière informelle pour mon adresse, datée de 3 semaines plus tôt. Il prévoyait d'utiliser les revenus attendus de la vente de votre maison
comme garantie pour le prêt de M. Beaumont. Ce prêt, qu'à son tour, serait utilisé pour acheter une plus grande part de sa participation minoritaire dans l'entreprise. Il comptait utiliser votre maison, votre héritage avec votre femme, pour acheter des parts de l'entreprise même dont ils ignoraient que vous étiez propriétaire. Ils prévoyaient d'utiliser votre passé pour financer un avenir dont ils estimaient que vous les empêchiez d'atteindre. C'était donc ça la vérité complète et laide. Il ne s'agissait pas seulement de se débarrasser du vieux, c'était une prise de contrôle hostile financée par le travail de ma propre vie. Ils n'étaient pas simplement ingrats, ils étaient prédateurs. Ils ne voyaient en moi rien de plus qu'un obstacle entre eux et la vie qu'ils pensaient mériter. Aminata m'observait, son expression un mélange de colère professionnelle et de sympathie personnelle. « Monsieur Lefebvre, dit-elle doucement, Marcel, c'est une trahison profonde. Que voulez-vous faire ?» J'ai regardé au-delà d'elle par la fenêtre, vers la ville tentaculaire. Pendant 40 ans, j'étais resté dans l'ombre, content de laisser mon travail parler de lui-même. Ces dernières années, je m'étais laissé diminuer, rapetissé par mon propre fils. Plus maintenant. J'ai ramené mon regard sur Aminata, et pour la première fois, j'ai laissé l'acier froid dans mon âme se montrer dans mes yeux. Je veux que vous convoquiez une assemblée plénière du conseil d'administration de LMR Holdings, ai-je dit, ma voix basse et ferme. Il est temps de procéder à un examen formel de la propriété et de la direction de l'entreprise. Il est temps que le fondateur sorte de sa retraite. J'ai quitté le cabinet d'Aminata Diallo avec le sentiment d'être un homme ressuscité. Le poids qui s'était installé sur mes épaules ces dernières années, ce sentiment rampant et lent d'obsolescence et de chagrin, avait été levé. À sa place, il y avait un sentiment que je n'avais pas connu depuis que Madeleine et moi avions posé les fondations de notre entreprise, le pouvoir exaltant et clarifiant d'un but pur. En conduisant vers la maison, la ville ne ressemblait plus à un paysage froid et indifférent d'acier. Elle ressemblait à mon royaume, un royaume que j'avais construit en secret, puis stupidement négligé. J'avais laissé les mauvaises herbes pousser dans mon jardin, et maintenant il était temps de les arracher par les racines. La première étape de mon plan était la plus difficile et pourtant la plus simple. C'était le silence, un silence complet, absolu et utilisé comme une arme. Quand je suis rentré, j'ai vu mon téléphone clignoter sur le plan de travail de la cuisine. Il y avait 3 appels manqués de Thierry et une série de SMS. J'ai pris le téléphone, mes mains stables, mon cœur calme. Le premier texto de la fin de l'après-midi de la veille disait « Salut papa, je prends des nouvelles. J'espère que tu as passé un bon Noël. » L'hypocrisie était si flagrante qu'elle en était presque comique. Le suivant, de ce matin, était plus direct. « Papa, pas de nouvelles de toi, tout va bien? Rappelle-moi s'il te plaît. » Le dernier message, envoyé il y a à peine 1 heure, avait une pointe d'impatience entêtée. « Papa, Véronique et moi avons vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important concernant la maison. C'est pour assurer notre avenir. Rappelle-nous, s'il te plaît. » Assurer leur avenir. Ils voulaient me parler d'assurer leur avenir en démantelant mon passé. Il y a 1 an, ces messages m'auraient plongé dans une spirale d'inquiétude et de culpabilité. J'aurais rappelé immédiatement, m'excusant de ne pas avoir été disponible, empressé de faire plaisir, de régler n'importe quel problème. Mais maintenant, j'ai simplement lu les mots et un sourire froid a effleuré mes lèvres. Je voyais les messages pour ce qu'ils étaient. Les coups de sonde nerveux d'une paire de voleurs, vérifiant si le propriétaire dormait encore. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail, écran vers le bas. Je ne répondrai pas. Mon silence serait mon premier coup. Qu'ils se demandent, qu'ils deviennent anxieux, et puis que cette anxiété se transforme en excès de confiance à mesure que les jours passaient sans un mot du vieil homme. Un ennemi qui vous croit faible et sans réaction est un ennemi qui marche sans précaution. Les jours suivants ont été un chef-d'œuvre de précision juridique, orchestré par Aminata avec l'habileté d'un général aguerri. Elle a travaillé vite et discrètement. Suivant mes instructions, elle a rédigé une convocation formelle citant l'article 4, paragraphe B des statuts de LMR Holdings, une clause sur laquelle Madeleine elle-même avait insisté,
qui donnait à l'actionnaire majoritaire le droit unilatéral de convoquer une assemblée extraordinaire du conseil d'administration. L'objet déclaré de la réunion était délibérément vague et rempli d'un jargon d'entreprise impénétrable. Procéder à un examen complet de la performance de la direction exécutive, réévaluer les protocoles actuels de gouvernance d'entreprise et discuter de l'allocation stratégique du capital à long terme. C'était un document qui irradiait le pouvoir tout en ne révélant rien. C'était une déclaration de guerre déguisée en rapport trimestriel. Aminata n'a pas envoyé la convocation à moi. Elle ne l'a pas envoyée à Thierry. Elle l'a envoyée par huissier directement au bureau du PDG d'Ébénisterie Beaumont, Philippe Beaumont. C'était la partie la plus cruciale du piège. La convocation devait venir d'une source en laquelle ils avaient confiance. Philippe, en tant que visage public et PDG, recevrait la convocation du conseil juridique de la société mère. Il la verrait comme un ordre d'entreprise légitime, bien qu'inhabituel. Il n'aurait aucune raison de soupçonner que le vieil homme que sa fille et son gendre étaient si pressés de mettre en maison de retraite était celui qui tirait les ficelles. Il serait l'instrument involontaire de la chute de sa propre fille. Il serait celui qui remettrait l'invitation à l'exécution. Quelques jours plus tard, Aminata m'a appelé. « La convocation a été reçue », dit-elle, sa voix calme et professionnelle. La réunion est fixée à mardi prochain à 10 h, dans la salle de réunion principale au siège de LMR. J'ai ressenti une excitation discrète. « Et la réaction de M. Beaumont ?» ai-je demandé. « De la confusion surtout », répondit Aminata. Il m'a appelé pour confirmer que la convocation était légitime. Il semblait un peu déstabilisé, inquiet que la holding soit mécontente de sa performance. Je l'ai assuré qu'il s'agissait d'un examen stratégique de haut niveau. Il a tout gobé. Il a confirmé qu'il informerait son équipe de direction, ce qui inclut Thierry. J'ai fermé les yeux. Le piège était tendu, l'appât était posé, et la proie était sur le point d'être menée à l'abattoir par leur propre guide de confiance. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant le showroom de LMR Création d'Art dans le centre-ville. Les vitrines étaient illuminées, présentant de magnifiques pièces de mobilier faites main. Mes créations. Les créations de Madeleine. Je ne les regardais plus avec nostalgie. Je les regardais comme un roi inspectant le territoire qu'il était sur le point de reconquérir. Les pièces étaient en place. Les longues années silencieuses de ma retraite étaient terminées. Je n'attendais plus. Je chassais. Pendant que je passais mes journées dans la compagnie tranquille de mon atelier, ponçant un morceau de merisier jusqu'à ce qu'il soit aussi lisse qu'un galet de rivière, l'acte suivant de mon petit drame se déroulait de l'autre côté de la ville. Aminata, grâce à son réseau de contacts et quelques enquêtes discrètes, a pu me brosser plus tard un tableau très clair de ce qui s'était passé ensuite. Et c'était une scène d'orgueil si profond, d'une arrogance si époustouflante, qu'elle défiait presque l'imagination. La scène, telle que je me la représente, s'est déroulée dans l'appartement de Thierry et Véronique, un endroit que je n'avais visité qu'une seule fois. C'était un environnement stérile de murs blancs, de meubles gris et de surfaces de verre froid, un foyer qui ressemblait plus à un hall d'entreprise qu'à un lieu où vivait une famille. C'est là qu'ils ont reçu l'appel qui allait sceller leur sort. L'appel venait de Philippe Beaumont, le père de Véronique. Aminata m'a dit qu'il avait l'air agité, confus. Un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds, mais ne savait pas pourquoi. J'imagine Véronique mettant le téléphone sur haut-parleur, son expression aiguisée et analytique, pendant que Thierry s'agitait nerveusement derrière elle. LMR Holdings vient de convoquer une assemblée extraordinaire du conseil pour mardi matin. La voix de Philippe grésillait dans le haut-parleur. La convocation vient de leur conseil juridique. Quelque chose à propos d'un examen complet de la direction exécutive. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils veulent toute l'équipe de direction présente. Ça t'inclut, Thierry. J'ai besoin de vous deux dans cette salle. J'imagine le moment de silence après qu'il a raccroché. Thierry, toujours inquiet, l'a probablement vu comme une menace. Un examen de la direction? Qu'est-ce que ça veut dire? On a des ennuis? Mais Véronique l'aurait vu comme une invitation. Ses yeux se seraient illuminés d'une ambition brute et nue. Je peux presque entendre son rire sec et dédaigneux. Des ennuis, Thierry? Tu ne vois pas l'échiquier derrière les pions. Ce n'est pas une menace.
C'est une opportunité en or qui nous est servie sur un plateau d'argent. Sa confiance aurait été contagieuse, submergeant facilement l'anxiété de la faible volonté de Thierry. Notre plan, aurait-elle continué, sa voix électrique d'excitation, celui qu'on allait proposer à ton père. On le présente directement au sommet. On va leur montrer qu'on n'est pas juste des cadres intermédiaires. On est des visionnaires. La conversation qu'ils ont eue cette nuit-là, en préparant la réunion de leur vie, était une symphonie de condescendance. Ils parlèrent de moi comme si j'étais déjà un fantôme. Le vieux n'a toujours pas rappelé, aurait dit Thierry, une lueur de culpabilité vite éteinte par le pragmatisme de Véronique. « C'est mieux comme ça », aurait-elle répondu en balayant l'air d'un geste dédaigneux de la main. Ça prouve notre point. Il s'est retiré du monde, incapable de gérer ses propres affaires, encore moins un actif aussi précieux que cette maison. Ça rend tout le processus plus propre. On peut dire au Conseil qu'on a un plan clair de liquidation de capital pour financer notre acquisition de parts. Ils sont probablement restés éveillés tard cette nuit-là, créant des graphiques et des présentations, répétant leurs discours devant un miroir. Ils n'essayaient plus seulement de vendre ma maison. Ils se préparaient à effectuer une prise de contrôle hostile de mon héritage, utilisant le fantasme de la valeur de ma maison comme arme principale. Ils étaient si aveuglés par leur propre ambition, si certains de ma faiblesse et de leur propre génie, qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour poser la question la plus importante. Qui exactement avait convoqué cette réunion? Pourquoi, maintenant? Ils voyaient une porte s'ouvrir sur leur glorieux avenir. Et ils étaient trop arrogants, trop avides pour voir que c'était la porte d'une cage que j'avais construite de mes propres mains, avec les meilleurs matériaux, leur propre manque de respect, leur propre déloyauté et leur propre arrogance sans limite et magnifique. Et pendant qu'ils préparaient leur discours, j'étais chez moi à préparer mon verdict. La salle du conseil était au dernier étage, une cathédrale du pouvoir corporatif. Une immense table unique faite d'une dalle d'acajou polie courait sur toute la longueur de la pièce, si sombre et luisante qu'elle ressemblait à un lac gelé à minuit. C'était une pièce que j'avais dessinée moi-même il y a 30 ans. Sur le mur du fond, des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Un royaume tentaculaire de béton et d'ambition. Aminata et moi étions arrivés 1 heure en avance. Je voulais ressentir la pièce, me réapproprier le cœur de l'empire que j'avais bâti depuis l'ombre. J'ai choisi la chaise en bout de table, un grand trône de cuir à haut dossier qui était le siège du président. Cela semblait juste. Cela ressemblait à un retour chez moi. Aminata s'est assise à ma droite, une pile nette de dossiers et de classeurs devant elle, son expression calme et concentrée. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Le plan était en marche. Tout ce que nous avions à faire était d'attendre que les acteurs prennent leur place sur la scène. À 10 heures précises, j'ai entendu leur voix dans le couloir. Ils riaient. Le son était vif, confiant et totalement déplacé, comme le bavardage d'écoliers devant une chambre funéraire. Mes mains reposaient sur le bois frais et lisse de la table. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de nervosité. Je ressentais un calme profond et complet, un sens de la clarté si absolue qu'il en était presque paisible. Je n'étais plus le mari endeuillé, ni le père abandonné. J'étais le fondateur. J'étais l'actionnaire majoritaire, et j'étais là pour protéger mon héritage. La lourde porte vitrée s'est ouverte. Véronique est entrée la première, évidemment. Elle était l'image même de l'ambition d'entreprise, vêtue d'un tailleur pantalon impeccable, une tablette à la main comme un bouclier. Elle avait un sourire éclatant et prédateur sur le visage, le sourire d'une gagnante venue réclamer son prix. Thierry suivait un pas derrière elle, essayant d'imiter sa démarche confiante, une mallette serrée dans sa main. Il ressemblait à un garçon portant le costume de son père, désireux de prouver qu'il avait sa place dans le monde des adultes. Et finalement, Philippe Beaumont, le père de Véronique et mon PDG, est entré, son expression empreinte d'une curiosité professionnelle modérée. Ils formaient un front uni, une armée conquérante, prête à présenter leur grande vision. Leurs yeux ont balayé la pièce, s'attendant à voir un panel de membres anonymes du conseil de la holding. Et puis, leur regard collectif a voyagé vers le bout de la table, et ils m'ont vu. L'instant s'est étiré en une éternité.
C'était comme si j'avais appuyé sur pause sur leur monde entier. Le sourire confiant sur le visage de Véronique n'a pas simplement disparu. Il s'est brisé comme un reflet dans un miroir cassé. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, ses yeux écarquillés d'une confusion si profonde qu'elle confinait à la panique. Son esprit si vif et calculateur tirait à blanc, totalement incapable de traiter l'image impossible devant elle. Le vieil homme, qui était censé être assis seul dans une maison poussiéreuse, était assis dans le fauteuil du président de l'entreprise de sa famille. Mon fils Thierry s'est arrêté si brusquement que son beau-père a failli lui rentrer dedans. La couleur a quitté son visage, laissant sa peau d'une pâleur maladive et grisâtre. Sa mallette a glissé de ses doigts engourdis et a heurté l'épaisse moquette avec un bruit sourd et étouffé. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme, ou pire, comme s'il voyait son père, me voyant vraiment pour la toute première fois. Il voyait non pas l'ébéniste fragile à la retraite qu'il avait choisi d'abandonner, mais une figure d'une autorité immense et inexplicable. La réaction de Philippe Beaumont était différente. C'était un homme d'affaires. Sa confusion a été immédiatement remplacée par une horreur professionnelle grandissante. Il reconnaissait la dynamique de pouvoir d'une salle de conseil. Il savait ce que cela signifiait que quelqu'un soit assis dans ce fauteuil. Il a regardé de moi à sa fille, son expression une question silencieuse et frénétique. Le silence dans la pièce était absolu. Les rires du couloir étaient un écho lointain et moqueur. Ils se tenaient là, figés, 3 statues d'arrogance brisées. Je les ai laissés debout là pendant 10 bonnes secondes, laissant la réalité froide et dure de la situation s'enfoncer dans leurs os. Je les ai laissés sentir la perte totale et complète de contrôle. Puis, j'ai brisé le silence. Ma voix n'était pas forte. Elle était calme, posée, et portait jusqu'à chaque coin de la pièce. Philippe, Thierry, Véronique, merci d'être venus. J'ai désigné les chaises vides de l'autre côté de la table. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Mes mots simples et polis étaient une démonstration de pouvoir absolu. Je n'étais pas un invité ici, j'étais l'hôte. Et ils ont fait ce qu'on leur disait, se dirigeant vers les chaises avec les mouvements raides et robotiques de gens en état de choc. Leur grande présentation était oubliée, leur plan ambitieux était mort, ils n'étaient plus des conquérants, ils étaient des accusés, et le procès était sur le point de commencer. Ils étaient assis, raides et silencieux, dans les coûteux fauteuils de cuir. La confiance avec laquelle ils étaient entrés s'était évaporée, laissant derrière elle une atmosphère épaisse et palpable de terreur. Ils ressemblaient à des accusés dans un procès dont ils ignoraient l'existence. J'ai laissé le silence s'étirer un moment de plus, puis je me suis raclé la gorge. Le petit bruit était comme un marteau frappant le bois, appelant la salle à l'ordre. « Merci à tous d'être venus sur un si court préavis. » ai-je commencé, ma voix égale et calme. J'ai regardé chacun d'eux tour à tour, mon regard s'attardant un moment sur mon fils qui refusait de croiser mes yeux. Ceci est une assemblée du conseil d'administration de LMR Holdings. En tant que fondateur et actionnaire majoritaire, j'ai convoqué cette réunion. Je cède maintenant la parole à mon avocate, maître Aminata Diallo. Les mots fondateur et actionnaire majoritaire les ont frappés comme un coup physique. Véronique a tressailli comme si elle avait été giflée. Le visage de Philippe a pâli d'un ton. Thierry s'est simplement enfoncé plus bas dans son siège. Aminata s'est levée, une figure d'autorité calme et professionnelle. Elle m'a fait un signe de tête, puis a tourné son attention vers eux trois. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Ses mots étaient précis, sans émotion, et aussi tranchants qu'un scalpel chirurgical. « Bonjour », dit-elle, son regard les balayant. En tant qu'avocate de l'actionnaire majoritaire, mon objectif aujourd'hui est de clarifier la structure de propriété de cette entreprise et d'aborder une proposition récente qui a été portée à notre attention. Elle a pris une télécommande et un grand écran sur le mur s'est allumé. Une image haute résolution d'un document y est apparue. Devant vous se trouvent les statuts originaux de constitution de LMR Holdings, déposés il y a 40 ans, déclara Aminata, son pointeur laser encerclant 2 noms listés sous la section intitulée « Associés, fondateurs et actionnaires principaux ».
Comme vous pouvez le voir, les associés fondateurs étaient Marcel Lefebvre et Madeleine Rousseau-Lefebvre, qui ensemble détenaient un intérêt de contrôle de 65% dans l'entreprise, un intérêt que M. Lefebvre contrôle maintenant seul. « C'est impossible », siffla Véronique, trouvant sa voix. Elle était mince et tremblante. « Cette entreprise appartient à ma famille. Mon père l'a construite. » Aminata ne l'a même pas regardée. Elle a simplement avancé à la diapositive suivante qui montrait les documents de constitution d'ébénisterie Beaumont. « Monsieur Beaumont, » dit Aminata, sa voix coupant à travers la tension, a construit une entreprise opérationnelle très prospère pour laquelle il a été rémunéré par une participation minoritaire de 20% et un salaire généreux. LMR Holdings, cependant, a toujours été la société mère conservant la propriété de tous les actifs, brevets et dessins. Philippe Beaumont n'a rien dit. Il fixait simplement l'écran, son visage un masque de résignation. Il savait que c'était la vérité. Il avait vécu cette vérité pendant 40 ans. Aminata a laissé le poids de cette révélation s'installer dans la pièce avant de passer à son point suivant. Maintenant, abordons la proposition récente. Sa voix a pris un ton encore plus froid, plus clinique. Il a été porté à l'attention de l'actionnaire majoritaire qu'un plan était en cours d'élaboration par certains membres de la direction de Beaumont pour obtenir un prêt privé garanti par un actif personnel appartenant à une tierce partie. Elle a regardé directement Thierry et Véronique. Un actif, plus précisément le bien immobilier situé au 12, rue des Acacias à Villeurbanne. Mon adresse. Thierry a visiblement reculé comme s'il avait été brûlé. Aminata a continué, sa voix implacable. Nous avons des traces d'une estimation immobilière informelle effectuée il y a 3 semaines. Nous sommes également au courant de discussions préliminaires avec M. Beaumont concernant un prêt dont la garantie serait le produit prévu de la vente de cette maison après que son propriétaire, M. Lefebvre, aurait été placé dans une maison de retraite. La pièce était mortellement silencieuse. La honte était une présence physique si épaisse que je pouvais presque la goûter. Le visage de Véronique était maintenant d'un rouge tacheté et furieux, un mélange d'humiliation totale et de rage impuissante. C'était son grand plan, sa stratégie brillante, et elle était disséquée et mise à nu comme un animal mort sur une table de laboratoire. Mon fils, mon Thierry, avait la tête dans les mains, ses épaules tremblant légèrement. Il ne regardait personne. C'était un homme complètement brisé, anéanti par l'exposition publique de sa propre faiblesse profonde et de sa déloyauté. L'objectif déclaré de ce prêt, conclut Aminata, sa voix comme un dernier clou dans un cercueil, était d'acquérir une plus grande part des actions minoritaires de M. Beaumont. En substance, le plan était d'utiliser la maison de M. Lefebvre, une maison qu'il a construite avec sa défunte épouse, pour financer une prise de contrôle hostile d'une entreprise dont vous ignoriez même qu'il en était propriétaire. Aminata s'est assise. Son travail était fait. Elle avait présenté les faits, clairs, indéniables et dévastateurs. Le silence qui a suivi était le silence d'une tombe. C'est alors que j'ai pris la parole. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé Véronique, puis Philippe, et finalement mes yeux se sont posés sur mon fils qui a lentement relevé la tête. Son visage était strié de larmes. Cette maison, ai-je dit, ma voix calme mais portant jusqu'à chaque coin de la pièce, n'est pas un actif. Ce n'est pas un bien immobilier. C'est une bibliothèque de souvenirs. C'est l'endroit où j'ai ramené ma femme pour la première fois et l'endroit où j'ai tenu mon fils pour la première fois. Elle a été construite avec amour et avec le genre d'espoir qu'on ne peut avoir que quand on est jeune et qu'on construit un avenir. Cette entreprise, j'ai fait un geste autour de la pièce, n'a pas été construite pour nous rendre riches. Elle a été construite pour nous rendre libres. Libres de créer, libres de construire une vie selon nos propres termes, avec honneur et intégrité. J'ai regardé Thierry droit dans les yeux, de père à fils. Tu es né dans cet héritage, tu es né dans cette liberté, et tu étais si désespéré de tout échanger contre une poignée d'argent et une maison que je t'aurais donnée de toute façon, si tu m'avais seulement demandé avec amour, au lieu de comploter avec avidité. Je me suis levé, ma chaise glissant silencieusement en arrière sur l'épaisse moquette. Cette réunion est terminée.
Maître Diallo vous contactera tous concernant les prochaines étapes nécessaires pour la transition de direction. » Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, les laissant se noyer dans les ruines de leur propre ambition. Le silence dans la pièce était une couverture lourde et étouffante. Aminata avait mis la vérité à nu, et il n'avait nulle part où se cacher. Véronique était assise rigide dans son fauteuil, son visage un masque de furie froide et humiliée. Philippe Beaumont ressemblait à un homme qui avait vieilli d'une décennie en 10 minutes, son héritage de PDG s'effritant en poussière autour de lui. Mais mes yeux étaient sur mon fils. Thierry a finalement levé les yeux vers moi, son visage ravagé par la honte et l'incrédulité. C'est à lui que je me suis adressé, ma voix calme, non pas avec colère, mais avec la lourde finalité d'une porte qui se ferme. « Tu as vu une maison, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Une collection de bois, de clous et de taxes foncières. Tu n'as jamais vu l'endroit où ta mère et moi avons dansé dans la cuisine après avoir signé les papiers du prêt. Tu n'as jamais vu les marques de crayon sur le chambranle de la porte où nous mesurions ta taille chaque année pour ton anniversaire. Tu n'essayais pas de vendre une maison, Thierry. Tu essayais de vendre mes souvenirs. J'ai laissé les mots planer dans l'air avant de continuer. Et cette entreprise, j'ai fait un geste vers la pièce opulente autour de nous. Tu l'as vue comme une machine qui imprime de l'argent. Tu as vu des parts à acquérir, du pouvoir à consolider. Tu n'as jamais vu les échardes dans mes mains, ni l'épuisement dans les yeux de ta mère après une journée de 16 heures. Tu n'as jamais compris que la vraie valeur de cette entreprise n'est pas dans ses bénéfices trimestriels, mais dans l'intégrité que nous avons mise dans chaque pièce que nous avons construite. Je me suis penché légèrement en avant, mon regard verrouillé sur celui de mon fils. Je t'aurais tout donné. La maison aurait été à toi. Je t'aurais aidé financièrement de toutes les façons possibles. Tout ce que tu avais à faire, c'était venir à moi en fils, avec amour et respect. Mais tu as choisi de venir en voleur, avec des estimations, des avocats et des secrets. Tu es resté là, et tu as laissé ta femme traiter la maison de ton père comme un actif à liquider. Et tu as appelé ça un plan pour votre avenir. J'ai secoué la tête, un geste lent et triste de finalité. Un héritage n'est pas quelque chose qu'on reçoit quand quelqu'un meurt. C'est une norme d'honneur qu'on maintient de leur vivant. Tu as échoué à la maintenir. Par conséquent, tu n'y as aucun droit. Je me suis levé, ma chaise glissant silencieusement en arrière sur la moquette. La réunion était terminée. Le verdict avait été rendu. « Philippe, ai-je dit, ma voix maintenant ferme et claire, vous avez manqué à votre devoir fiduciaire envers cette entreprise et ses actionnaires principaux. Maître Diallo prendra contact avec votre avocat pour discuter des termes de votre départ. » Puis j'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient brisé le cœur. « Quant à vous deux, vous n'êtes plus employés de cette entreprise à quelque titre que ce soit, et vous n'êtes plus les bienvenus dans ma maison. » Je leur ai alors tourné le dos et j'ai marché vers les grandes fenêtres donnant sur la ville. Je n'avais pas besoin de les regarder partir. J'ai entendu le raclement des chaises, le bruit sourd d'une mallette qu'on ramasse, et les pas lourds et silencieux de leur retraite. J'ai entendu le clic discret de la porte de la salle du conseil qui se fermait derrière eux, un son d'une finalité absolue et méritée. La guerre était terminée. Les semaines qui ont suivi l'assemblée du conseil ont été un tourbillon de changements, une tempête nécessaire pour purifier l'air. En tant que président du conseil d'administration de LMR Holdings, j'ai ramené l'entreprise à ses principes fondateurs. Philippe Beaumont a eu droit à une retraite discrète et sans cérémonie. Véronique a été licenciée, son poste supprimé dans la restructuration de l'entreprise. L'entreprise que ma Madeleine et moi avions construite était sauve. Mais il restait une dernière affaire à régler. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé à Thierry de me retrouver, pas dans la salle du conseil et pas chez moi, mais au cœur de l'entreprise, l'atelier principal où tout avait commencé. Il est arrivé, ressemblant à une version évidée de lui-même. L'arrogante confiance avait disparu, remplacée par une honte silencieuse et battue. Il se tenait au milieu de l'odeur de sueur et de vernis, un fantôme dans l'endroit où j'avais passé les meilleures années de ma vie. Je ne lui ai pas offert de chaise. « Je ne vais pas te donner d'argent, fiston », ai-je commencé, ma voix égale, sans colère. « Je ne vais pas te donner un poste de direction.
Tu as prouvé que tu ne comprenais pas la valeur, ni de l'un ni de l'autre. J'ai pointé du doigt un établi vide dans le coin où un ensemble de vieux outils usés était disposé. Mais je t'offre une opportunité. Une chance de repartir de zéro. Tu peux avoir un emploi ici comme apprenti, gagnant un salaire d'apprenti. Tu balayeras les sols. Tu apprendras à mesurer 2 fois et couper une seule. Tu apprendras la différence entre prendre ce que les autres ont construit et créer quelque chose de tes propres mains. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de désespoir et d'une minuscule étincelle vacillante de quelque chose d'autre. C'est ta chance de construire quelque chose de vrai, lui ai-je dit. Pas une vie, pas une carrière, juste une simple, honnête boîte en bois. Et si tu peux apprendre à faire ça avec intégrité, alors peut-être pourras-tu commencer à te reconstruire toi-même. Le choix t'appartient. Je l'ai laissé debout là, seul avec les outils et le silence. Les saisons ont tourné. L'hiver rigoureux a cédé la place à un printemps doux, et les rosiers que Madeleine avait plantés ont recommencé à fleurir, leurs pétales cramoisis une touche de couleur bienvenue contre le vieux bois de la maison. J'ai passé mes journées dans l'atelier, non pas comme un homme se cachant du monde, mais comme un artisan appréciant son art. L'entreprise était entre les mains capables d'Aminata, et ma maison était redevenue un sanctuaire de paix. Un après-midi tranquille, alors que j'étais assis sur la balancelle de la terrasse, mon téléphone a vibré avec un message. C'était de Thierry. Il n'y avait pas de mots, juste une photographie. L'image montrait une petite chaise simple en pin, un projet de débutant. Je pouvais voir les imperfections, les pieds légèrement inégaux, les joints qui n'étaient pas parfaitement alignés, mais je pouvais aussi voir le travail honnête. J'ai vu les bords soigneusement poncés, l'ajustement serré des assemblages à tenons et mortaises, le respect pour le fil du bois. Ce n'était pas juste une chaise, c'était une excuse. C'était une promesse. C'était la première phrase d'une nouvelle conversation, prononcée dans le seul langage qui comptait maintenant, le langage de notre métier commun. C'était un début, et en regardant la photo de cette chaise simple, imparfaite et belle, un sourire sincère a effleuré mes lèvres. Le passé n'était pas oublié, mais pour la première fois, j'avais le sentiment que l'avenir était enfin en train d'être reconstruit sur des fondations de respect. La dignité n'est pas une chose fragile qui peut être enlevée par le manque de respect d'autrui. C'est une forteresse que vous construisez en vous-même, brique par brique, avec chaque acte d'intégrité. Nous vivons dans un monde obsédé par l'héritage, et pourtant si souvent confondant richesse et valeur. La vraie valeur d'une maison ne se trouve pas dans son estimation immobilière, mais dans les souvenirs construits entre ses murs. La vraie mesure d'un héritage n'est pas l'argent que vous laissez à vos enfants, mais les principes que vous leur transmettez. Car ceux qui ne voient que le prix des choses ne comprendront jamais vraiment la valeur de quoi que ce soit. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas un voyage que je m'attendais à faire à mon âge, mais il m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre son propre héritage. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Quelle est la leçon la plus importante qu'un parent peut transmettre à ses enfants? Je serais honoré de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire vous a touché, montrez votre soutien en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Homme de Parole. Il y a beaucoup d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Enfin, dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Cela me remplit le cœur de savoir jusqu'où une seule voix peut voyager.